Une coupe Gambardella, champion de France de Division 1 et de Division 2, meilleur buteur de la Ligue des Champions en 1988, vainqueur de la Ligue des Champions évidemment avec l'OM en 93, champion d'Europe avec l'équipe de France en 84, troisième de la Coupe du Monde en 86. Il est devenu depuis un commentateur et consultant, notamment sur les matchs de l'OM. Le Salon des légendes est très heureux d'accueillir Jean-Marc Ferreri. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. 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 Comment vas-tu ? Très bien, merci. Ça se passe bien en ce moment ? Tout va bien. Bon, ça va ? Beaucoup de taf. Ouais. Les matchs ont repris, donc je suis un peu partout. On le rappelle, tu es actuellement directeur sportif du Sporting Club de Toulon, donc on en parlera dans l'émission. Mais évidemment, avant ça, je te laisse dans les mains de Marjorie qui va te cuisiner et on va retracer l'ensemble de ta carrière. Et Dieu sait qu'elle a été riche. Allons-y. Oui, il y a beaucoup de questions. Il y a eu quelques péripéties. On va en parler. C'est magnifique, tant mieux. Merci beaucoup d'être là, ravie. Donc, on va démarrer par l'endroit de ta naissance. Tu es né en 1962, donc à Charlieu, dans la Loire. Tu y as passé toute ton enfance. C'est là-bas que tu fais tes premiers pas dans le football et qu'un certain Giroud, donc, te détecte. Peux-tu nous parler un peu de toute cette période ? En personne. Oui, j'ai un parcours complètement atypique parce que quand Auxerre, Giroud est venu me chercher, il a fait un peu de gringue à mes parents à l'époque, qui était fils d'immigrés italiens, donc à la maison, c'était pas trop le foot, mais il a convaincu mes parents. J'étais effectivement doué, mais j'étais dans un petit village à côté de Roanne. Il a dit à mes parents, votre fils, il a les pieds en or, donnez-le-moi, j'en ferai un international. Mais Auxerre, c'était pas l'Auxerre qu'on connaît aujourd'hui. Ils étaient en Ligue 2, ils étaient même pas professionnels, donc il n'y avait pas de centre de formation. Et il a dit, je vais le prendre chez moi et j'en ferai un international. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc effectivement, c'est... Et le club n'avait même pas de centre de formation, hein, non, il n'y avait pas de centre. Et donc j'ai suivi une scolarité à peu près normale, tout en habitant chez lui pendant 1 an et demi. Puis après, quand j'ai intégré l'équipe première à 16 ans, évidemment, je ne pouvais plus habiter chez lui. Déjà qu'on me traitait de chouchou. Puis après, j'ai vu arriver Basile Boli, Eric Cantona notamment, qui ont fait les beaux joueurs évidemment de la GIA. La GIA est montée en 1980. Donc j'ai vécu de grandes heures évidemment à Auxerre, mais mon premier parcours, partir de chez moi, de Roanne, pour aller chez Giroud à 14 ans, c'était déjà un parcours très original, sachant que je suis quand même né à côté de Saint-Étienne et Lyon. Roanne, c'est une ville à 70 km, donc je n'avais pas eu d'offre de Saint-Étienne parce qu'ils m'avaient jugé trop petit, comme souvent, et ils ne recrutaient pas trop dans la Loire, dans mon département. Et par contre, j'avais une offre de Lyon et Lens, mais... qui était en Ligue 1 évidemment, mais je suis parti à Auxerre. D'accord. Et avant ça, tu disais que donc fils d'immigrés italiens, la maison, scolarité sympa, c'est pas trop foot en fait dans le milieu familial. Non, pas du tout. Ah ouais. Alors mon père, l'anecdote, c'est qu'il était carabinier au stade communal de Turin. Et après, quand j'ai commencé à côtoyer le monde pro, j'ai eu des offres de la Juventus évidemment de Turin. Et mon rêve, ça aurait été évidemment de jouer à la Juve, sachant que mon père était carabinier là-bas. Et après, mes parents ont émigré après la guerre. Après la guerre, je suis arrivé à Saint-Étienne, c'est pour ça que mes 5 sœurs et mon frère, on est tous nés dans la Loire, mais avec 5 sœurs, c'était plutôt des intellos. Ouais, c'est clair, c'est pas trop football. C'est pas trop foot. Alors il avait raison de penser que tu avais les 2 pieds en or, parce qu'effectivement en 1980, tu débutes ta carrière pro, et tu permets donc au club de Auxerre, qui était en D2, de monter en D1, en première division. Ouais. Une belle aventure. Très belle aventure. Un de mes premiers matchs, je crois que c'est le premier au domicile, c'était contre le Platini de Saint-Étienne de Platini, avec Johnny Rep, la grande équipe de Saint-Étienne, qui avait été d'ailleurs championne de France. Et on perd 2-0. Et là, j'ai 18 ans et j'ai comme adversaire direct Gérard Janvion. C'est vrai qu'on te voyait déjà, quand tu étais jeune, un peu comme le successeur de Platini. Parce que tu jouais, tu avais le 10 dans le dos, on va pas se mentir, il y avait des similitudes, mais aussi du jeu, parce que tu étais vraiment un créateur, un vrai créateur. J'ai beaucoup de livres qui parlent de ça, effectivement, et d'articles de journaux qui relatent ça. On a fait un parallèle, mais ça m'a plutôt desservi après, avec le recul, qu'autre chose, surtout avec l'après-Coupe du Monde, quand Michel Platini s'est arrêté. Mais effectivement, numéro 10... origine italienne, petit club, lui c'était Nancy, moi c'était Auxerre, après je suis parti au Girondins de Bordeaux. Mais on a fait ce parallèle-là, mais j'ai toujours combattu ça parce qu'on n'avait pas du tout le même jeu. Michel c'était
meneur de jeu Oui, exceptionnel. toi, tu étais plus Moi, attaquant, j'étais plus attaquant, avancé. exactement. Ouais, tout à fait. Et j'ai joué beaucoup de... Ma carrière a souvent été en position d'attaquant. Et ça, en fait, c'est vrai que ça s'est retrouvé par la suite, ce genre de comparaisons qui sont souvent handicapantes pour les joueurs, parce que toi, tu as eu une belle carrière par la suite, ça t'a pas empêché, mais on se souvient là, dans un passé plus récent, les Marvin Martin qui ont été comparés à l'époque à Zidane, les Gourcuff, enfin tous ces joueurs-là qui finalement ont souffert de cette comparaison-là, parce qu'ils avaient simplement du talent au départ, quoi. Oui, c'était compliqué. Ouais. Et dû à ce talent, gros tremplin, parce que 1984, donc tu joues l'Euro en équipe de France, mais il y a quelque chose de particulier, il y a un carré magique dans cette équipe. Donc compliqué de faire sa place, mais on te fait confiance. Oui, très compliqué. Je suis déjà heureux, j'ai 22 ans d'être fait partie du groupe et d'être champion d'Europe après. Et quel groupe? Mais les petits jeunes, il y avait Daniel Bravo qui était avec moi, il y avait Bruno Bellone qui avait mon âge, Manu Amoros mais qui était déjà en 82 lui. Et effectivement, c'était compliqué avec ce carré magique. Moi, j'avais quand même Platini, Giresse devant moi. C'est la classe. Plus Bernard Gengini, joueur. Ouais. Plus José Touré, les Philippe Vercruis qui arrivaient. On parlait beaucoup aussi d'eux. Donc, il y avait beaucoup de numéro 10 de très grand talent à l'époque. Et puis, un monstre qui s'appelait évidemment Michel Platini. C'était compliqué, évidemment, de jouer titulaire. Ouais. Je ne m'en suis pas trop mal sorti. Je jouais un match titulaire contre les Yougoslaves à Saint-Étienne, où il y a justement le triplé de Michel. Et on gagne 3-2. Et après, j'ai joué un petit bout de la demi-finale fantastique au Vélodrome. Contre le Portugal, incroyable. France-Portugal avec l'accélération de Gianno Tigana. Et une ambiance... l'ambiance fabuleuse. Incroyable. Fabuleuse. Et je fais une très bonne rentrée. Tous ceux qui étaient au stade ce jour-là se souviennent d'un stade où il n'y avait pas le toit, c'était l'ancien Vélodrome, mais d'une ambiance... Tout le monde m'en parle de ce match-là, c'était fantastique. Ça reste un match référence. Ah ouais, en plus, il faisait très chaud, mais il y avait une passion, une ambiance fabuleuse. C'est les supporters au Merci qui nous ont poussé, qui ont poussé Gianno à faire cette accélération et à faire ce centre en retrait pour Michel. Qui était fabuleux, les frissons rien que d'en parler. Ouais. Et là, il y a d'autres frissons parce tu que étais 1900... Non, à l'époque, j'étais pas au stade. 1986, tu joues la Coupe du Monde au Mexique. En parlant de frissons, qu'est-ce que ça fait de jouer une Coupe du Monde? C'est l'aboutissement d'un rêve. Quand tu es footballeur professionnel, tu veux gagner la Champions League et tu veux être en Coupe du Monde. Donc pour moi, j'étais dans la continuité de ce que je faisais au Auxerre, toujours dans le même club. Alors, ce qui est rigolo, c'est que tous les étés, j'étais convoité, parce que j'étais international, là, par les grands clubs, mais Giroud fermait tout le temps la porte. Il ne voulait pas me laisser partir. Il te gardait au chaud? Il me gardait au chaud, mais longtemps. J'avais vraiment très chaud. Je suis arrivé en 76, je suis parti en 86. Et juste avant la Coupe du Monde, enfin, il ouvre les portes, il dit « je laisse partir ». Et j'atterris au Girondin de Bordeaux. Mais c'est vrai que cette Coupe du Monde, c'était un moment magique. Il y a un petit goût amer quand même, parce qu'avec cette équipe-là, on devait aller au bout. On bat le Brésil, qui était la meilleure équipe du monde, avec Pelé, le Zico Blanc, Socrates, Junior, une équipe merveilleuse. On arrive à gagner au pénalty. Et puis la demi-finale, on s'est complètement planté encore une fois contre l'Allemagne. L'Allemagne, puis il y avait encore le souvenir de 82 était encore beaucoup dans les têtes. Ouais, mais on avait surtout beaucoup de blessés. Michel Gigi était blessé, Michel Platini aussi. Donc on a été très handicapés et on a perdu à la régulière. Et justement, on parle des Girondins de Bordeaux. Donc après la Coupe du Monde, tu atterris là-bas, Bordeaux, avec un salaire quand même à l'époque qui est assez faramineux. Parce qu'on parle quand même de 22 millions de francs, ce qui est énorme à l'époque. J'avais été le plus gros transfert du foot français à cette époque-là. Avec 22 millions, oui. Giroud, quand il a ouvert la porte, donc j'ai tous les grands clubs français, l'OM qui m'avait appelé avec Gérard Rouillet. J'avais Francis Borrelli qui m'avait appelé aussi, et le PSG. Michel Hidalgo aussi, qui était à l'époque à l'Olympique de Marseille. Et après, j'avais 2 clubs qui pouvaient payer l'indemnité. C'était le Racing avec Lagardère et évidemment... à l'époque du Matra Racing, donc. Oui. D'accord. C'était l'époque où il y avait Maxime Bossis, gros budget. Francesco Lidbarski, Luis Fernandez qui avait le plus gros salaire d'un joueur français. Pascal Olmeta, je crois. Oui. Donc ils avaient fait un recrutement XXL. Moi, il me voulait absolument. Et Giroud m'a dit, écoute, tu fais ton choix. Moi, les 22 millions, je les ai avec le Racing et j'ai fait avec le Girondin. Je les ai avec les Girondins de Bordeaux. Et j'ai préféré Bordeaux parce que, en gagnant beaucoup moins, mais j'ai fait le choix sportif, ce qui est assez rare aujourd'hui, parce qu'il y avait toute l'équipe de France. Baptiston, José Touré, Vercruis, René Girard, Tigana.
Et à cette époque-là, Spetch, Bernard Lacombe, Ouais, et j'ai bien fait, puisque cette année-là, on fait le doublé Coupe Championnat, demi-finale de Coupe d'Europe. c'était une superbe saison. Ah oui, et le Racing, après, a plongé. Ils sont descendus en Ligue 2. Ouais. Et Claude Bèze, à l'époque, tu rencontres déjà un premier grand président, un grand président, parce qu'à Auxerre, le président était un peu plus, on va dire, dans l'ombre de Giroud. Jean-Claude Hamel, Jean-Claude ouais, Hamel. qui était plus effacé. Donc tu rencontres. Claude Bèze a joué, est-ce qu'il a joué dans ton choix à Bordeaux Ah, mon anecdote de mon transfert, ça s'est fait en une nuit, c'est incroyable. Ils sont arrivés le midi, donc il y avait 8 dirigeants des Girondins, dont Didier Kouékou et Aimé Jacquet, tout le staff, le président évidemment. Et on déjeune ensemble à Auxerre, à l'aéroport d'Auxerre, où il y avait un restaurant. Donc on discute toute l'après-midi. Et le soir, j'avais rendez-vous avec le Racing, avec Lagardère. Et Giroud vient me chercher à 19h. Et Bèze me dit à 18h30, 19h, il dit bon, bah, ça sert à rien que tu ailles là-bas, parce que Tu vas venir chez de nous. toute façon, je te veux absolument, mais surtout, tu sais qu'il va te donner plus d'argent que moi. Et j'ai écouté, président, moi j'ai qu'une parole, il faut que j'aille là-bas. J'ai dit que j'allais à ce rendez-vous et j'irai. Et j'ai dit, ben, vous pouvez repartir. Ils avaient pris un avion privé. J'ai dit, repartez à Bordeaux. Et dans 48 heures, je donnerai ma réponse. Et il dit, non, tant que tu n'auras pas signé, on ne repartira pas. Et ils m'ont attendu toute la nuit. Ah oui, pas l'affaire. C'était incroyable. Et je suis arrivé à 1h du matin. Giroud m'a déposé à l'hôtel. Et là, on a rediscuté avec les Girondins jusqu'à 3h30, 4h du matin. Et la poignée de main avec Claude Bèze à 4h du matin. Bienvenue aux Girondins, Jean-Marc. Ah, ça, c'est le genre. De toute façon, c'est le genre de comportement. C'est un souvenir incroyable pour moi. Ça s'est passé dans une journée. Et c'était incroyable. On Oui, sent que tu en parles avec un peu d'émotion. Quand un rare président de fait voir ça pour toi, c'est tellement rare. ouais. Et c'était Girondins de Bordeaux, qui était quand même la meilleure équipe de France. Hein. Ils avaient enchaîné 8 années de suite en Coupe d'Europe. C'était Aimé Jacquet, le coach. C'était une équipe monstrueuse, quoi. C'était vraiment le grand club français, comme l'a été après l'OM. Tout à fait. Donc d'avoir ce sentiment de me vouloir à ce point-là, c'est sûr que ça a joué dans mon choix. Hein. C'est important. Après le titre d'avec Bordeaux, donc en championnat et en coupe, il se passe quelque chose, notamment en équipe de France, donc plus ou moins négatif, pas positif, parce que tu as 2 échecs successifs, pas qualifiés ni pour l'Euro 88 et ni pour la Coupe du Monde 90. C'est un peu dur. Et je crois même, excuse-moi, pour compléter ta question, je crois même que tu as déclaré lors d'une interview à l'équipe, tu avais dit à l'époque, les joueurs, c'était pas une partie de plaisir d'aller en équipe de France, c'était très compliqué et très lourd. Ouais, il y a eu l'arrêt des monstres hein, de Michel Platini, de Jean Tigana, d'Alain Giresse, de Bernard Lacombe, toute cette génération-là. Et c'est vrai que d'entrée, on n'a pas eu des bons résultats de notre génération à nous. Et c'est vrai que ça a plombé un peu le moral, la confiance. Les journaux nous sont tombés dessus, à juste titre d'ailleurs. Et je me souviens d'un match en Norvège où on perd 2-0 dans la boue. C'était pour les éliminatoires, je crois, de la Coupe du Monde 90. D'un match à Chypre aussi, qu'on avait perdu. Bon, là, j'y étais pas, mais c'était aussi horrible. Et donc, ça a créé vraiment un climat très malsain. Il y a eu l'affaire d'Éric aussi, de Canto, qui avait insulté évidemment Henri Michel. C'était pas une partie de plaisir d'y aller. Et le brassage, je crois que c'était une erreur faite aussi. Il y a eu 70 joueurs, je crois, appelés. Et d'ailleurs, Michel Platini, quand il a pris l'équipe de France en 90, tout de suite, c'est ce qu'il a fait. Il a dit, moi, c'est un groupe de 20 joueurs. Notre premier match était en Suède, à Stockholm. Et on a eu tout le temps la même équipe. Avec Didier Deschamps au milieu, Franck Sauzet, Bernard Pardo. Sur les côtés, il y avait Christian Pérez et moi. Et devant, il y avait JPP, Jean-Pierre et Eric. Et on avait toujours cette équipe-là. Il y avait Eric Dimeco derrière. Et on a enchaîné les victoires. Mais il a remis la notion de groupe au centre complètement. Du projet. Ouais. D'accord. Ensuite, tu retournes donc à Auxerre pour une année de transition. Faire une coupure et retourner à la ton fin des cocon. Girondins de Bordeaux, moi je me plais énormément à Bordeaux, je fais des grosses saisons. La dernière année avec Klaus Allofs notamment et puis Denbo, on finit 2e derrière l'OM, où c'est la rivalité Bernard Tapie et Claude Bèze qui est à son paroxysme. Ah ouais, c'était la folie. Le match à Bordeaux où je fais le doublé. Alors les supporters marseillais m'en parlent encore. Hein. Ils n'ont toujours pas oublié. Ils n'ont pas oublié, ouais. Il a fallu des mois, des années pour qu'ils me disent « Bon, tu nous as fait la misère quand tu étais de l'autre côté. » Et quand je parle avec des anciens, évidemment, ils me ressortent toujours mon doublé
avec les Girondins. Et match retour, on a perdu 2-0. Et l'OM a été champion cette année-là. Mais je me plaisais vraiment bien à Bordeaux. Et Claude Besse, si on n'avait pas eu les problèmes financiers et la rétrogradation en Ligue 2, il me proposait 4 ans de plus. Donc j'ai pas pu faire. Et Giroud m'appelle, il me passe un coup de fil, il me dit écoute, Jean, Vous en faites rien de Jean-Marc? Comment? Je dis vous en faites rien de Jean-Marc parce que moi je le récupère. Il cherchait un numéro 10 parce qu'Enzo Schifo, qui avait fait 2 superbes années à la GIA, il s'arrête, il part. Et donc il me dit écoute, est-ce que tu as envie de revenir parce que les portes sont grandes ouvertes, tu es en fin de contrat, voilà, nous on te récupère. Bien sûr. Et j'ai beaucoup longtemps réfléchi, cogité. Ouais, parce que tu devais avoir la sensation que c'était... Quand tu arrives à 14 ans et que après à nouveau, tu arrives à 30 ans dans le même club, tu n'es plus le même homme. T'es sûr. Donc c'était un peu compliqué, mais je dis allez, banco. Et surtout qu'Auxerre est en Coupe d'Europe. Donc on joue le retour des clubs anglais en Coupe d'Europe cette année-là, contre Liverpool. On gagne 2-0 à domicile, je marque un but et on perd 3-0 au retour à Anfield. Mais on fait une bonne saison avec Christophe Coquart, Vaillura, Dutuel, Prunier, Martini. On avait une belle équipe. Hein. Et l'Asland devant, je crois. Lilian venait d'arriver. Il y avait Gérard Baticle aussi qui était dans le groupe. Et Kalman Kovacs devant. Ouais. Donc, bon, l'année se passe bien, mais je signe quand même 4 ans. Et c'est bien parce que je te fais toutes les transitions. Oui, en fait, je vais laisser les fiches. Je vais les jeter. Et après, je viens à l'OM, comme Tapi m'appelle. Enfin. Voilà. Enfin, tu arrives à l'OM. 1992-1993 pour une saison de folie parce que champion d'Europe. Ouais. Donc bon. Tu viens une saison, mais pas pour rien. Elle marque l'histoire. J'ai toujours eu du bol, parce que j'arrive à Bordeaux, on fait le doublé. La meilleure année de... Coupe championnat et demi-finale Coupe d'Europe. T'arrives au bon moment. Contre Leipzig. L'OM, un peu la même chose. J'ai 4 ans de contrat à la GIA. Je dois normalement rester, et puis ça ne se refuse pas, l'OM. À 31 ans, donc j'arrive, je suis un petit peu vieux, hein. Mais alors j'arrive le dernier jour du mercato. Hein. Je fais toute la prépa avec la GIA, avec Giroud. Et j'arrive, l'équipe est faite déjà, évidemment. Il y a Jean Fernandez, entraîneur, avec Abidi Pelé, le milieu, Franck, Didier, Rudy Voleur, boxiste devant. Donc j'arrive un petit peu comme ça, bon, dans l'effectif, on va dire. Comme je n'ai pas fait de préparation avec eux, mais c'est tous mes potes, parce que je jouais évidemment en équipe de France avec eux. Quoi. Tu connais plus ou moins tout le monde déjà. Oui, bien sûr. Mais sacré casting à chaque fois, dans chaque club où tu arrives. Ouais. Et bon, le début de championnat était très compliqué. On n'a pas eu beaucoup de bons résultats. Donc Jean Fernandez a été limogé. Et Raymond Goethals s'est arrivé. Alors c'est rigolo, parce que je retrouve Raymond qui m'a connu à Bordeaux. Mais oui. Où je fais une saison magnifique avec Klaus Allofs notamment, et Pete Denbourg, et Bernard Pardo, et Jean-Philippe Durand, où on fait vraiment une très belle saison. Donc Goethals me connaît évidemment de Bordeaux. Et je le retrouve à l'OM. Bon, une année de fou. 3 ans plus tard. Une année de fou. Cette ambiance du Vélodrome, tu l'avais déjà vu ailleurs? C'est pour ça que je suis venu, pour connaître ça. Pour voir ce Vélodrome, les supporters derrière nous. C'est magique. Transporte, hein. C'est le club où il y a le plus de passion en France, c'est l'Olympique de Marseille. Et ce groupe aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure de groupe réinstauré par Michel Platini, mais c'est vrai que dans ce groupe, on a la sensation que cette année-là particulièrement, il y avait vraiment, au-delà des joueurs extraordinaires que composaient ce groupe et cette équipe, il y avait vraiment une vraie entente, quoi. Enfin, un groupe de potes, quoi. Oui, parce qu'on se connaissait déjà de l'équipe de France. C'est ça. Didier, Franck, Sauzet, Fabien Barthez, Basile. Eric, moi j'ai été avec lui à Auxerre, j'ai eu petit. À Auxerre, il y a toujours cette légende qui dit qu'il y avait Giroud et 2 fils. Le fils noir c'était Basile, le fils blanc c'était moi. Et toi? C'est incroyable ça, hein, ces histoires de joueurs qui se retrouvent quelques années après. C'est magnifique. C'est simple, hein, le projet c'était de réunir aussi, enfin c'était le but du projet, de réunir les meilleurs joueurs de France. 3 clubs, Auxerre, Bordeaux, l'OM. Voilà. Hein. Donc tu étais... Oui. Voilà, c'est ça. Et donc t'as forcément, fait les 3. Oui. Les meilleurs se retrouvent. On se retrouve souvent, c'est souvent retrouvé. Mais il n'y a pas énormément de joueurs qui ont fait ce triangle quand même, ce triangle d'or, ces 3 clubs qui sont passés Bordeaux. par les 3, quoi. Il y a Cantona, je crois. Il y a Bernard Pardo. Il y a Boli. Ah non, il a pas Non, pas Boli. Cantona, sûr. Canto, il a fait Bordeaux, l'OM et... Oui. Ouais. Il y a Canto et Basilo et moi. C'est ça. Au final, c'est le club où tu es peut-être resté le moins de temps, mais où tu as vécu vraiment de grosses choses. Ah quoi. oui.
des trucs magnifiques. C'est champion d'Europe, hein, avec des joueurs comme fabuleux. Basile. Avec Rudy Voller aussi. On avait une défense de fer. Marcel Desailly qui était énorme, Eric Dimeco, Angloma. On avait une défense de fer. Fabien qui était exceptionnel, qui était un gardien de but. Cette année-là, il nous a fait une saison fabuleuse. D'ailleurs, la finale, on la gagne un peu grâce à lui. Hein. 3 arrêts devant Massaro. Ouais. C'est lui qui l'a fait. Grand gardien. Mais malheureusement, tu nous quittes ensuite pour une année donc à Martigues pour les aider à se maintenir en club élite. Pas un an. Comment ça se passe? Je suis resté 5 mois. Ouais. Bon. J'étais prêté en fait par Bernard Tapie. Ouais. Il voulait libérer une place, il avait pris Rue Barros. Il m'a dit écoute, moi j'avais un contrat derrière de 2 ans. On a fait après la Ligue 2. Et Martigues était en Ligue 1, c'était à côté de Marseille. J'ai dit pourquoi pas. Et d'autant qu'il y avait une super équipe sur le papier. Il y avait Ali Bernerbea, Colo, Tolo. Ils avaient monté une belle équipe. Ah oui, il y avait Maurice Bouquet, il y avait Durand dans les buts et Sarah Magna entraîneur. Donc je suis parti là-bas 6-7 mois, mais bon, j'ai pas accroché avec le coach. Et Philippe Lanziani qui est le coach de la réserve de l'OM, qui était notre capitaine. Et je crois que Martigues, on se maintient cette année-là. Et après, je reviens à l'OM. Enfin, transition. Ouais. Merci. Donc ensuite, tu reviens en 1994 à l'OM, qui est par contre rétrogradé donc en D2, mais tu viens justement pour filer un coup de main, avec encore un gros casting. Tu vas nous les énumérer, dont Marcel Dib, qui est ton ami aujourd'hui. Et puis, tu as vécu 2 saisons extraordinaires là-bas et qui ont marqué quand même l'histoire. Explique-nous un peu tout ça, cette période. Ben, ce qui est bien, c'est la valeur humaine de ces hommes-là, de tous ces anciens qui sont restés au club. Bernard Casoni, les Jean-Philippe Durand, il y a De Wolf qui est arrivé, Tony Cascarino qui est arrivé, et puis 3 petits jeunes, il y avait Ahmed Ajambé, Marc Libra et Jean-Christophe Marquet, qui venaient avec nous. On appelait les petits jeunes dans notre équipe, mais qui nous ont fait beaucoup de bien aussi. Donc il y avait cette osmose entre les vieux, entre guillemets, et puis... Il y avait un mélange du tonnerre. Un mélange, et puis ce mélange a été formidable. Parce que Bruno Germain aussi, Marcel évidemment, Dib. Et on a fait... on n'a pas fait une Ligue 2 comme tu peux le voir à la télé. Tous les clubs, des fois il y a des petites villes en Ligue 2, on faisait le plein et les 3/4 des supporters, ils étaient pour nous. Ah oui, j'avais même de la peine des fois pour les visiteurs. Ouais. Quoi que le président des clubs adverses était très content. Hein, les recettes étaient fabuleuses. Il y a un match à Sedan, à Charleville, à Niort. Quel est ton plus beau souvenir en D2 à l'OM? Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir sur le terrain, parce que je m'entendais très très bien avec Tony Cascarino, avec Marc Libra. J'aurais fait marquer beaucoup de buts. Au milieu aussi avec Berpardo. Je ne sais pas si... Oui, Berpardo, est-ce qu'il était... Non, il y a Marcel Dib. Jean-Philippe Durand. Il y avait Olivier Chouafny, je crois. Olivier Chouafny, ouais. Monsieur Propre à l'époque, on l'appelait, au milieu de terrain. Donc on s'est éclaté, hein. Vraiment, on avait une super équipe. Hein. Ouais. On imagine. Avec Marc Brouillet qui était coach à l'époque. Qui était l'ancien coach des Espoirs. C'est ça. Ouais. Qui était un super coach. 35 ans, tu pars vers le SC Toulon. Tu es encore aujourd'hui, mais on en parlera après, donc le Sporting Club. Alors, peut-être une petite aparté pour cette Coupe d'Europe, ces matchs de Coupe d'Europe qu'on a fait avec l'OM, parce que ceux-là, ils sont quand même mythiques. Contre Sion et Olympiakos, quand tu te balades dans les rues de Marseille, tout le monde me parle de ces matchs-là. Hein. C'est incroyable. Il y avait une ambiance, mais extraordinaire. On parlait de l'ambiance avec l'équipe de France contre le Portugal, mais l'ambiance contre Sion, et pour ceux qui étaient au stade, c'est gravé dans leur mémoire. Ouais. Et nous, joueurs aussi. Hein. Et même les victoires à l'extérieur, parce que le match que vous gagnez à Olympiakos avec ce but de Jean-Christophe. C'était fabuleux. Ouais. Et chaque fois que tous les supporters en parlent, c'est marrant parce que c'était vraiment une période de crise pour le club, parce qu'on relégué en Ligue 2, on empêche la montée donc la première année, et tous les supporters ont un souvenir tendre de cette équipe-là, parce que je crois que c'est celle qui correspond le plus dans l'esprit aux valeurs de l'OM. Ouais, tout à fait. Puis on était en Ligue 2, on était le petit poussé, on jouait l'Olympiakos du Pirée, où il y avait Yekini notamment, qui était ballon d'or africain. Ils avaient une très belle équipe. Hein. Et on gagne 3-0 au Vélodrome, on enflamme le Vélodrome. C'était magique. C'était fabuleux. Magique. Et contre Sion, on perd d'un but. Sinon on passe, mais il y avait une ambiance aussi fabuleuse. C'est bien pour ça qu'on dit que c'est 2 saisons qui ont marqué l'histoire, même en étant en D2. C'est passé des sacrées choses. Ouais. Parce que c'est l'OM. Oui, les gens t'en parlent très très souvent, les supporters.
Ouais, ça reste marqué. Et ensuite, tu t'en vas. Voilà, tu nous quittes. Tu nous quittes. Au revoir, de nouveau. président. Tu nous laisses complètement à la rue pour. J'aurais pas dû partir normalement. Ouais. Parce que j'avais un contrat d'entraîneur en conversion, un peu comme Jean-Philippe Durand au sein du club. Et puis j'ai cette proposition du Sporting Club de Toulon. Tout juste remonté en D2. Voilà, qui venait de monter avec Luigi Alfano, et entraîneur, et Jean-Louis Berenguer, directeur sportif notamment. Ah, Berenguer. C'est un cousin Ah, mais tu vois. Ouais. Et qui m'a dit, écoute, t'as encore envie de jouer. Puis j'avais pas trop joué la dernière année avec Gérard Gilly, il me mettait souvent sur le banc. Donc j'avais encore du gaz et j'ai dit, bah, pourquoi pas. Toulon, c'est côté de Marseille. On m'a dit que les supporters aussi étaient très chauds, donc j'ai dit, bah, c'est bien. Et j'ai dit, bah, allez, banco. Et j'étais capitaine de l'équipe et je fais une saison magnifique, je mets 17 buts. Je suis deuxième meilleur buteur du championnat à 36 ans. Oui, pas mal. La classe. Avec le coach, donc Luigi Alfano, après il y a eu François Bracci, après il y a eu Albert Raymond, il y a eu pas mal mais on fait une bonne saison la première. Et puis après, bah, comme je fais cette saison qui est niveau perso très bonne, il y a le FC Zurich qui m'appelle et qui est en Ligue 1 avec Chabani Nanda notamment et Yekini. Que tu retrouves finalement. Ouais. Et à 36 ans, je n'avais pas eu d'aventure à l'étranger. À l'extérieur, à l'étranger. C'est le moment. Ce sera mon dernier coup. C'était court, mais tu l'as fait. Voilà. Ouais, mais ça reste peut-être un petit regret quand même de ne pas avoir fait, parce que tu disais tout à l'heure justement que tu rêvais aussi un peu peut-être d'une expérience à l'étranger à travers la Juventus. Finalement, tu le fais à 36 ans, mais c'est peut-être le petit regret, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Pas petit, c'est le très grand regret de ma carrière, mais il n'y avait pas l'arrêt Bosman. C'est ça. Je ne pouvais pas partir. C'était pas du tout la même règle. Quand l'arrêt Bosman est arrivé, moi c'était 97, c'est là que j'ai arrêté ma carrière pratiquement. Et après on a vu l'exode. Mais n'importe quel joueur français qui avait un match de Ligue 1, et il était en Italie, en Angleterre. C'est sûr que ça m'a... Ça a manqué dans ta carrière, personnellement. Je voyais ça avec la carrière que j'avais fait moi à cet âge-là. Dès le début de carrière, j'aurais pu jouer effectivement. Mais ils sont venus te chercher, notamment à Auxerre. J'imagine qu'il y a des clubs étrangers qui ont quand même dû taper à la porte. Oui, mais Giroud, il fermait. Il y avait la limitation des étrangers. Oui, il y en avait trois par équipe. Ouais. Donc ça, c'est évidemment mon très grand regret. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, tu décides d'aller à La Réunion pour encore découvrir un football étranger. À La Réunion ? Enfin, pas étranger. Non. T'es parti. Non. T'as pas joué à La Réunion ? Non. Sérieux ? C'est bien alors, tu vois, les erreurs nous apprennent des choses. Voilà, faudra regarder les fiches. D'accord, parce que t'es sûr que t'étais parti à Saint-Denis-Saint-Leu. Mais c'est pas à La Réunion, c'est le Salle de la Forêt, c'est avec Rocheteau. Ah d'accord, ok, c'est le stade de Paris. D'accord. Salle de la Forêt. Ok. Et le manager était Dominique Rocheteau. Incroyable. Comment on m'a dit La Réunion. Non, c'est un club de national qui Attends, avait... comme ça on apprend. Alors je vais là-bas si tu veux. Pourquoi ? Parce que bon, l'FC Zurich, c'est une ville très sympa, Zurich, mais je parle pas l'allemand déjà. Et puis les modes d'entraînement, c'était la folie, quoi. C'était 2 entraînements par jour. Ah ouais, donc j'ai dit, je pense que ça va pas trop le faire. Donc je m'ennuie un peu. Et du coup, Dominique Rocheteau m'appelle, était manager Saint-Denis-Saint-Leu à l'époque. Et ils avaient un projet d'être deuxième club résident de la capitale. Et j'ai dit, écoute, moi, pourquoi pas. Et en décembre, je vais jouer en national. Les quelques matchs qui me restent, d'autant que j'avais un contrat de directeur sportif au Sporting Club de Toulon. Donc je savais que je revenais après au Sporting Club de Toulon dans une autre fonction. Ensuite, tu pars en Australie ? Non, je déconne. C'est bon. Et après, je vais aux Seychelles, mais en vacances. Donc un parcours très, très atypique, en fait. Ouais, c'est une longévité aussi. Parce que très longue longévité, parce que je me suis arrêté à 36 ans. Ouais, et tu as connu des périodes de blessures pendant ta carrière, des périodes difficiles, pas trop non plus. Ouais. Tu mets ça sur... Tu avais une... Maintenant, on peut le dire, tu avais une très bonne hygiène de vie. Alors, voilà. tout le monde dit que je faisais beaucoup la bringue, mais je leur réponds tout le temps, si j'avais fait la bringue autant que tout le monde le dit. Tu n'aurais pas pu assumer sur les terrains. J'aurais pas fait 22 ans de carrière. Alors, on a un petit jeu où justement on demande, et tu l'auras tout à l'heure la question, mais qui est le plus fêtard ? Personne ne t'a cité jusqu'à présent. Ah oui, on a toujours plus ou moins le même. Oui. Qui revient. On n'a pas honte de le dire. On verra, on va le recevoir. Non, dans ta carrière, en fait. On verra après. Ce sera des petites questions courtes, on n'y est pas encore. Mais là, on a une petite question qui est courte aussi. Quel est le joueur avec qui tu as joué qui t'a le plus impressionné ? Il y en a tellement. Ah bah oui, vu les joueurs avec qui tu as joué. Il y en a tellement. Je dirais peut-être Rudi Völler. Klaus Allofs aussi, c'est 2 Allemands. Enzo Schifo aussi, qui était bourré de talent.
Ouais, c'est vrai que tu en as connu pas J'en mal. ai parce que connu Ah bah oui, il y en a beaucoup, hein. tellement de que Platini je à... peux pas en choisir un. Et puis Ils ont l'équipe tous de des- France, évidemment, Ouais. Platoche, Tous des qualités différentes, c'est dur qui était de choisir. exceptionnel, quoi. Ouais, au-dessus du lot. Tes reconversions, il y en a tellement que moi, j'ai juste écrit, avec Stéphane, on a juste écrit donc, le domaine médiatique. Le reste, tu vas nous en parler, bien évidemment, si tu en as envie. Tu es devenu consultant, donc je le lis parce qu'il y en a beaucoup. TPS Star, Eurosport, OMTV. Alors France Télévisions d'abord, avant TPS. Avant Tu peux nous les TPS, citer dans France l'ordre. Télévisions. Allez. France Télé, en fait, je fais un match pour eux en Coupe de la Ligue. Bon, j'ai fini ma carrière. Et en plus, c'était un match à Auxerre. Je me souviens toujours des premiers matchs que tu commentes et des premiers matchs que tu joues. Et c'était Auxerre-Toulouse, avec le coach, c'était Alain Giresse à Toulouse, à Auxerre, donc avec Michel Drey à l'époque, qui était le consultant de France Télévisions. Donc Bernard Père m'appelle et me dit, écoute, tu veux faire la Coupe de la Ligue? C'est sûr, je dis, ouais, pourquoi pas? Et je fais l'école de journalisme et de communication de Marseille en parallèle, d'ailleurs, à la fin de ma carrière. Et je suis parti pour faire un match. Et 21 ans après, je suis toujours à la télé. Pas mal. C'est la incroyable. classe. Et j'ai Un beau parcours. fait pratiquement en plus tous les médias. Parce que j'ai attaqué à France Télévisions Oui, avec, voilà. TPS Sport. Charles Bietri à l'époque. Je fais la Coupe du Monde 98, l'Euro 2000 pour France Télé. Eurosport, W9, M6, Et après, je passe à OMTV. TF1, qui est l'ennemi de France Télévisions. Donc j'ai Pascal Pro, bascule. j'ai Vincent Hardy, Thierry Roland, tous les potes de TF1 de l'époque, puisque TPS avait racheté les droits du foot. Et moi, comme je vis à Marseille, je fais quand même tous les clubs du Midi, donc je suis tout le temps à l'OM, Monaco, Nice, je couvre ça. TPS, donc arrête les droits. Canal fusionne avec, et ensuite je fais Eurosport avec Christophe Jameau pendant 2 ans, et là M6 W9 je commence l'aventure, ils viennent me chercher pour commenter. M6 commence à acheter du football et notamment tout l'Euro, donc là l'aventure est partie avec M6 W9 et en parallèle au MTV avec Frédéric Jaillant qui venait de prendre la chaîne, donc moi ça fait quand même 17 ans que je suis à la chaîne. C'est une vraie carrière. D'après carrière footballeur, c'est une vraie carrière pour un match, consultant. et je m'aperçois ce que je disais l'autre fois, ça fait 17 ans que je suis à la chaîne du club. C'est incroyable. Ouais. C'est assez incroyable. Alors j'ai le diplôme d'entraîneur à premier degré, Voilà, il allait te poser la question, je l'ai senti. et tu vas me dire pourquoi tu fais pas entraîneur. Disons que c'est juste une question d'opportunité ou une question Je de ne me choix? suis pas donné les moyens d'appeler les clubs, tout ça, amateurs, parce que je peux entraîner un club amateur avec mon diplôme. Mais non, parce que la télé me prend beaucoup de temps, j'aime bien ce que je fais. Je suis dans des stades magnifiques, on a fait l'Euro 2016 C'est voyager. avec Denis Balbi, on a quand même fait la finale France-Portugal, il y avait 22 millions de téléspectateurs. On a le record historique d'une chaîne. Aux commentaires, j'ai des moments fantastiques. L'Euro 2008 en Suisse et en Autriche, en 2012 l'Euro en Pologne et en Ukraine. Tous les matchs de W9 de la Ligue Europa. On a fait l'épopée notamment de l'OM contre Salzbourg, contre Leipzig, où tous les supporters t'en parlent de cette ambiance. Donc je me plais bien là-dedans, et puis je perdure puisque je continue mes contrats. Donc voilà, C'est plutôt sympa. plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on ressent quand on commente pour un match de l'équipe de France et que c'est toi qui annonce le but? Intérieurement, tu ressens pas la même chose que quand tu mettais toi les buts. C'est Ouais. 2 choses différentes. Moi, C'est quand même énorme. moi, c'est surtout, c'est souvent mes potes qui sont entraîneurs. Là, je suis ami avec Didier Deschamps. Évidemment, quand je vais le voir en conf de presse la veille des matchs, il s'arrête, on discute tous les deux. Ouais, forcément, il y a cette proximité. Bien sûr, après le match, pareil, j'envoie des textos dans la nuit, ce que j'ai pensé du match. On a des rapports très, très, très proches avec lui. J'ai joué avec lui à Bordeaux, en équipe de France, à l'OM. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mon métier, il est sympa pour ça. C'est que souvent, les coachs, quand je vois Costa Curta, quand je commente l'Italie, j'ai joué contre lui avec Auxerre Milan AC à l'époque. On s'est remémoré ce souvenir. C'était génial. C'est plutôt Et pas puis mal. d'autres sélectionneurs comme ça, ou d'autres pays que je peux commenter. Quel est ton plus beau souvenir qui vraiment te rend nostalgique, ce qui te manque le plus, ce qui te donne les frissons quand tu repenses à un moment ou ton D'abord, dernier match? peut-être en tant que footballeur, Ouais. peut-être d'abord. Peut-être le Bordeaux-Naples contre Maradona. Je suis un des rares joueurs français qui a joué 3 fois contre lui. Ah oui, quand même. Et le soir, d'ailleurs, quand il
il est décédé, j'ai eu beaucoup de télé qui m'ont appelé. Parce que j'ai joué Bordeaux-Naples, à l'époque de Naples, quand ils gagnent la Coupe de l'UEFA, match aller-retour. Avec je me souviens toujours de l'arrivée de Maradona sous le tunnel. Il y avait Lizarazu dans notre équipe des Girondins. Il y avait Gianno Tigana, bien sûr. Mais c'était le match fantastique, puisque 2 ans avant, ils étaient les champions du monde avec l'Argentine, au Mexique. Et l'arrivée de Diego sous le tunnel avec les joueurs, ses copains qui l'applaudissaient, Diego. C'est énorme. Souvenir gravé dans ma tête. Il paraît que l'échauffement dans ce match-là, quand tu regardes Diego à l'époque s'échauffer, c'est assez incroyable. C'est pas du tout l'échauffement de tous les autres joueurs. Non, c'était Dieu. Ouais. C'était Dieu qui arrivait. Alors, il n'avait pas fait un énorme match sur le match aller ni le match retour. On perd 1-0 à l'aller, on fait 0-0 à São Paulo au retour. Mais ça reste des moments magiques. Et puis, je joue contre lui, France-Argentine. Avant la Coupe du Monde au Mexique, on gagne 2-0. Et je marque un but de la tête en plus. Donc, pas mal. La totale. Donc, on m'a ressorti quand cette il est anecdote. décédé, évidemment, c'est 3 matchs. Ok. Et ton meilleur souvenir de commentateur, du coup? Ah oui. Le souvenir peut-être où j'ai eu le plus la pression, c'est le France-Portugal, l'Euro 2016 en France. Quoi. Parce que là, tu reçois pas mal de textos. Oui, j'imagine. On a fait 22 millions. Hein, c'est énorme. Téléspectateurs, près de 22 millions. Donc c'est... C'est à la fois un bon souvenir et... C'est assez stressant, mais bon... J'ai fait d'autres matchs où il y a eu des très belles audiences. Pour l'Euro 2016, il y a eu la finale, mais on a fait tous les matchs des Bleus. On faisait 18 millions, 20 millions. Donc ça, c'est des super souvenirs. C'était vraiment des souvenirs extraordinaires dans tous les domaines. Ouais, mais et puis là, quand tu commandes quand même, il faut faire attention, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Il faut faire attention à ce que tu dis, quoi. Ah là, on te loupe pas. Hein. La moindre phrase, elle est captée. Capté, déformé, influencé, c'est dangereux. C'est certain. C'est plein de dérivés médiatiques Eder dans les nous réseaux. rappelle, et sous Campeo qui est sur le chat, qui nous rappelle le but d'Eder en 2016. Ouais. Et ça fait mal. Ouais. C'est pour ça que je dis que ça à la fois ça doit être un très bon souvenir, mais finalement... Le poteau de Dédé Gignac. Dédé Gignac, incroyable. Oh là là, terrible. C'était incroyable ce match-là. Toi qui es en plein dans l'OM, puisque tu es à l'OM TV, on va parler un tout petit peu, une petite parenthèse sur l'actualité de l'OM, de ce que fait le président, ce qui est assez quand même incroyable. C'est du positif, ce projet, ces personnes, Sampaoli, Longoria. Là, j'ai vu, tu vois, contre Bordeaux, là, je suis arrivé Bord-Pelouse, il faisait une interview avec Jérôme Alonso et je lui ai dit tout le bien que je pensais de son boulot, de son travail et surtout les recrues qu'il nous avait amenés. Je dis vraiment sur la qualité des joueurs qu'on signait cette année, il y a un plus énorme par rapport à tout ce qu'on a vécu. Et Dieu sait si j'en ai vu arriver depuis le temps que je commente les matchs. Il y avait vraiment un besoin de renouvellement, de fraîcheur. Ça souffle un peu aussi sur un vent de fraîcheur sur cet effectif. Alors on ne sait pas, alors on se parle si Sampaoli arrivera à faire prendre cette mayonnaise. Hein. Pour l'instant, ça reste de la spéculation, mais c'est vrai, comme tu le dis, le travail de Longoria, là, il est indiscutable qu'il a mis tous les moyens possibles pour apporter ce qu'il faut. Oui, et puis la qualité des joueurs. Under, le Turc, c'est un super joueur. Petit américain, Conrad aussi. Milieu Guendouzi, on s'est renforcé au milieu avec Gerson aussi. Et on a récupéré Lirola. Lirola à droite. Il s'est battu pour le récupérer. Luan Pérez, que j'aime beaucoup, le défenseur central aussi, pied gauche, là, qui est très bon. Saliba, qui est un très bon joueur aussi, très efficace. Non, je pense que l'OM va être costaud cette saison. L'OM va être costaud. Pour ce qui est du schéma tactique, alors, le boulot de Longoria, et ça va. En ce moment, il y a un grand débat. C'est-à-dire de savoir si Sampaoli, qui semble avoir un schéma bien défini, est-ce qu'il va s'adapter? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des modifications tactiques de la part de Sampaoli en fonction de l'adversaire? Ou alors vraiment il sera dans sa logique? C'est vrai qu'on a un manque un petit peu sur le côté droit, puisque dans les phases défensives, c'est le petit Camara qui bascule sur ce côté-là, qui n'est pas son vrai poste évidemment. Donc avec l'arrivée de Paulo Lirola, je pense que ça va nous faire du soulager. Bien. Est-ce qu'on va changer de système? Je pense que oui, puisque lui c'est un vrai latéral. Mais dans le schéma l'année dernière en 3-5-2, il adore prendre ce couloir avec une sécurité, avec 3 défenseurs centraux derrière lui. Donc possibilité de revenir à un schéma à 5 derrière. En tous les cas, ce projet, tu le sens bien. Enfin, t'en as connu quelques-uns en tout ce temps de présence au club. Ouais. On nous en a annoncé plein, du Dortmund Project à une époque, etc. On en a vu plein passer, et toi aussi évidemment. Celui-là, en interne,
Est-ce que tu sens vraiment une bonne émulsion, une bonne dynamique? Est-ce qu'il y a un petit peu cette ébullition qui se prépare? C'est à l'image du coach, de Sampaoli. Ouais. D'ailleurs, l'année dernière, quand il est arrivé, les 2 derniers mois, combien l'OM a marqué à la 94e minute, 95e, 93e. Pourquoi? Parce qu'il est sur le banc à te transmettre sa il fougue. transcende. Et il transcende complètement les joueurs. Et ça... pas tout le monde peut le faire. Ça, c'est très important quand tu es joueur. Tu te sens vraiment... tu te sens un autre, tu te sens pousser les ailes. Et est-ce que tu sens une similitude entre la période Bielsa et la période Sampaoli? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à les comparer toutes les deux. Est-ce que pour toi, en interne, dans les méthodes, dans le fonctionnement, c'est assez similaire ou pas du tout? Ouais, j'ai un peu un retour comme ça des joueurs, c'est-à-dire qu'ils travaillent beaucoup de tactique aussi. Maintenant, je pense que quand il y avait Bielsa, il y avait une moins bonne équipe sur le papier. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir cette saison parce qu'elle promet, entre les joueurs, entre le président qui a de la fraîcheur, qui a le sang espagnol et la grinta, entre Sampaoli. Bon, il a le sang chaud quand même parce qu'on va en toucher 2 mots, ce qui s'est un peu passé dimanche quand même. Ouais. Tu as des échos un petit peu, toi, par rapport à où ça en est aujourd'hui? Déjà, comment tu l'as vécu de ton côté? Donc je suis allé au match. C'était une grosse ambiance. Je suis allé souvent voir des matchs à Nice et à l'Anse-Réal. J'ai jamais eu une ambiance comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Retour au stade, l'effet un peu... Évidemment, l'arrivée de Sampaoli, de l'OM qui a un autre statut cette saison. J'ai senti vraiment beaucoup d'agressivité dans les supporters, mais l'ambiance était... Grosse ambiance dans les virages notamment. Je n'ai jamais vu un stade plein comme ça d'ailleurs. Donc c'était tendu, quoi. Très tendu. Il y a toujours une rivalité entre OM et Nice. Oui, un peu, mais il n'y avait pas... J'ai jamais vu un guichet fermé comme ça, avec un public déchaîné comme ça. Ouais, survolté. J'avais assisté à un match Nice-PSG, je crois que c'est il y a 1 an et demi, là, avant la pandémie, où il n'y avait pas d'ambiance, quoi. Tu as des échos un petit peu de ce qui se dit, de ce qui se passe, à part que ça va jouer à huis clos pendant quelques temps au stade de Nice, du moins pour les côtés supporters ultra. C'est le moindre mal. C'est le minimum. À l'heure où on se parle, de toute façon, le dossier est en instruction. Les différents acteurs ont été entendus. Maintenant, toujours à l'heure où on se parle, on attend de savoir quelles seront les différentes sanctions pour les uns comme pour les autres. Tu crains que Dimitri Payet souffre d'une sanction exemplaire? Je trouverais ça lamentable, parce qu'on n'a pas le droit de recevoir... En plus, il a pris la bouteille dans le dos ou dans la tête, c'était une bouteille pleine. Donc sa réaction, elle est humaine. J'aurais peut-être fait pareil. Je pense qu'on l'aurait tous fait pareil. Voilà. Quand tu es dans le match comme ça, tu peux pas prendre des coups et toujours te taire, quoi. Le sang-froid, ça marche. Après, là, je pense que la responsabilité de Nice, elle est totale. L'envahissement du terrain, c'est inadmissible. D'autant qu'avant, sur un corner, 20 minutes avant, il a déjà pris des bouteilles. Des bouteilles, voilà. Donc là, qu'est-ce que fait la sécurité de Nice? Là, le président, il doit tout de suite appeler les stadiers ou quoi, et les CRS en disant attention, il y a danger d'anticiper. Ils n'ont pas anticipé du tout. C'était la fête pour eux. C'était presque folklorique. Le drame, entre guillemets, qu'il y a eu, ce gros scandale, il n'aurait pas eu lieu. Oui, parce que heureusement il n'y a pas eu de drame, mais justement c'est ça le problème. C'est tout à fait, c'est qu'on était dans une supporters, ils étaient déchaînés, ils sont quand même arrivés, ils étaient des milliers. Ils sont arrivés sur les joueurs. Moi j'étais pas très loin. Et tu l'as vécu. C'était impressionnant. Non, mais j'en doute pas. Il a pris la bonne décision, on reprend pas. Oui, bien sûr. C'est une forme de courage, pas de lâcheté. Bien sûr. C'est vraiment un président zéro faute jusqu'à aujourd'hui. Oui, Pablo Longoria. De toute façon, il a pris la bonne décision. La sécurité des joueurs n'est pas... ils sont pas en sécurité, il peut y avoir encore Ah oui, ils n'ont pas installé un filet entre-temps, tout à fait. Donc c'est normal, comme il n'y a pas la sécurité pour les joueurs, priorité c'est quand même de sécuriser les joueurs. Et est-ce que tu crois que l'absence de décision, quelque part, parce que quand on a entendu la LFP dire on reprend le match, etc., est-ce que tu crois que cette absence de décision de leur part, c'était pas justement un moyen de laisser, d'obliger presque le président de l'OM de se dire non, on ne reprendra pas le match, du coup de se défausser sur une éventuelle décision qui aurait pu être à la fois pour l'ordre public un peu dangereuse et un peu compliquée à gérer par la suite. Mais bon, il y a aussi évidemment les télés derrière, donc il y a dû y avoir des pressions vis-à-vis du président de la Ligue, qui est en plus un ancien de l'OM, de Vincent Labrune, parce que la décision de l'arbitre, Pablo Longoria, était claire,
Il a dit on ne reprend pas puisqu'il peut y avoir encore des autres incidents. Donc pourquoi aller au-delà de ce que dit l'arbitre? L'arbitre, normalement, ça vaut... Ils l'ont envoyé sur le terrain quand même, l'arbitre, c'est incroyable. C'est l'arbitre qui doit la donner, qui doit la prendre. Et il l'a donnée, et la Ligue nationale est allée à l'encontre. Ok. En tout cas, allez l'OM sur cette affaire. Et Oui, j'espère que... on est avec eux. Ouais, c'est la boîte d'idées qui est sur le chat qui nous dit imaginez on reprend si l'OM avait marqué sur le corner parce qu'il devait reprendre le corner, qui marque à ce moment-là comment ça se passe dans les tribunes quoi. Ah oui non mais. Ah mais là je crois qu'il non mais il pouvait revenir sur le terrain. Là, oui mais il revenait c'est sûr. C'était trop chaud. La manière dont c'est parti, ça se calmerait pas. Non. Enfin nous on va se calmer en tout cas parce qu'on va passer aux séries de petites questions. Au quiz. Ouais. Allez c'est parti. Ton principal trait de caractère? La gentillesse. Ton principal défaut? L'impulsivité. Ton joueur préféré, mais hors. qui jouait pas forcément avec toi, en club? Vraiment, de tous les temps, actuel ton ou joueur. passé, Oui, voilà. Guiguito. Maradona. Ah, on l'a ressenti. Le joueur le plus fêtard pour toi, c'est qui? À l'époque, à Bordeaux, on était pas mal. José Touré, Philippe Vercruis et moi, on sortait quand même pas mal. Donc je dirais peut-être José Touré. Bon, je balance, on nous sort toujours Diawara. Voilà, comme ça c'est oui, fait. mais j'ai pas connu. Ton pote préféré? Ton meilleur ami dans le milieu du foot? Dans le milieu du foot, je m'entendais très très bien quand j'étais à Bordeaux avec Philippe Vercruis, mais j'ai toujours eu des bons rapports, moi, en général, avec pas mal de joueurs. L'entraîneur avec qui ça s'est le mieux passé? Giroud, c'est 13 ans de ma vie, donc... Il était avant, pendant, après. C'est très dur d'être à Auxerre parce que Giroud, il est tout le temps derrière vous. Paraît qu'il fermait à clé les chambres de certains joueurs pour pas qu'ils sortent en boîte de nuit. Tout ce qu'on dit les guignols de l'info, je peux te dire que c'est vrai. C'est vraiment vrai, avec son bonnet. Il vient te mettre la veste quand tu sors. Quand je voyais les guignols de l'info le soir, je me voyais dedans, quoi. D'accord. La table des joueurs. Et déjà aller dans une boîte de nuit récupérer un joueur. Oui, bien sûr. C'est incroyable. Bien sûr. Je suis fan. C'était moi qui avais sorti ça d'ailleurs au départ. Je suis le premier international que là j'ai informé. Ah d'accord, les sources c'était toi. Eh ben oui. Ok, on le sait. Ouais, on a appris quelque chose. On a appris les secrets de Giroud. Tu jouais pas à la Réunion et que. Voilà. L'entraîneur avec qui ça s'est le moins bien passé? L'entraîneur. Saramagna? Ouais, peut-être. À Martigues, ouais. Peut-être. Le don que tu aimerais avoir? Elle est dure cette question. Le don que j'aimerais avoir. Je sais pas. Qu'est-ce que je peux avoir comme... Il y en a tellement. Ouais, il y en a tellement. T'as vécu tellement de belles choses aussi que... Ouais, j'étais assez gâté par la vie quand même. Mais allez, un don, tu peux... Le don, c'est de faire revenir ma famille. J'ai perdu beaucoup de sœurs et mon frère, ma mère en 1 an et demi. Donc si je pouvais les faire revenir tout de suite, là, ce serait pas mal. Okay. Ton héros de fiction préféré? Mon héros de fiction, Spider-Man. Ah mais c'est trop bien, c'est la première fois qu'on nous la sort et j'ai jamais compris pourquoi on nous l'a jamais sorti. Ton héros dans la vraie vie? Mon héros dans la vraie vie, je dirais... j'ai pas vraiment de héros. Ou une personne qui t'a apporté, Giroud par exemple, qui t'a apporté quelque chose, qui t'a remarqué? Ouais, peut-être Giroud qui est un personnage hors norme, quoi. Eh bien dis donc c'est beau, hein, ce que tu dis sur lui. Tes passions hors foot? J'en ai plein. Tant mieux. Mais je suis un peu dans le champagne, donc... Ah oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Je suis ambassadeur d'un très grand champagne. Oui, parce qu'on parlait de consultant, mais tu as plein d'autres choses autour. C'est devenu une activité maintenant. Plein d'autres choses autour, vas-y, tu peux maintenant. Assez prenante. C'est un ami, c'est une longue histoire d'amitié depuis des années. Et il m'a pris un petit peu, il m'a dit, est-ce que tu veux t'occuper un peu de mes cuvées prestige? Au départ, j'ai pris ça à la rigolade et maintenant, je suis un peu débordé, quoi. Donc j'ai les loges de Nice, j'ai beaucoup de loges, des amis à moi de l'OM qui prennent mon champagne. Des restaurants. Restaurants, des chefs d'entreprise de Toulon, parce que c'est très très bon et c'est pas cher. Donc, et puis ça a tellement marché que j'ai personnalisé les étiquettes avec mon nom. Et on a de la chance parce qu'on a une bouteille qui nous attend. Je vous ai fait un petit cadeau. C'est plutôt sympa. Mais c'est vrai que maintenant, tu t'es fait un nom aussi dans le champagne. Donc c'est une de tes multiples casquettes. Parce que c'est vrai que... Et surtout, c'est des clients maintenant récurrents depuis 5 ans. Donc je stocke tout chez moi. Après, je distribue. Puis tu les vends en loge aussi pendant les matchs. Oui. C'est devenu... Ils te suivent partout. Ouais. Et puis ça me fait plaisir de leur faire plaisir.
En plus, c'est souvent des potes à la base. Et ils disent, c'est super bon, c'est pas cher, il y a ton nom. Alors je reçois maintenant plein de photos. Alors ils sont en train de boire l'apéro en famille. Ils disent, tiens Jean-Marc, un petit bisou, on est avec ta bouteille là. Tu devrais alimenter le compte Insta. Voilà, c'est ça. et du coup, on comprend mieux pourquoi tu n'as pas le temps d'imaginer prendre une équipe à entraîner. Ouais, tu as beaucoup de casquettes. Ouais. Consultant donc, Champagne, directeur, tu es au Sporting Club de Toulon. Sporting Club de Toulon. Comment ça se passe conseiller du président. Comment ça se passe à Toulon? On joue la montée évidemment avec l'arrivée de Jeannot Tigana depuis maintenant 4 mois. Donc l'objectif c'est toujours le même. Toulon c'est vraiment une place forte. C'est une place forte du football. On veut vraiment que Toulon retrouve cette place forte. Il y a un fort potentiel de public. Il y a des supporters qui sont très très chauds. Le maire qui est derrière, le stade qui est très beau pour rencontre. Donc tout est réuni pour que Toulon retrouve le haut niveau un jour, la Ligue 2 quoi. Donc il faut passer par cette étape du National 2 qui est très difficile parce que c'est le groupe très... C'est l'obstacle. Il y a un seul qui monte et il y a Grasse, il y a Martigues, il y a Fréjus, il y a Aubagne, il y a beaucoup de derbies hier avec l'arrivée de Bougelal. Tu les aides dans le recrutement? Oui. Ouais, je m'en suis occupé, je m'en suis moins occupé là cet été. Mais on veut vraiment retrouver très vite le haut niveau. Vraiment, tout est réuni avec un président qui met beaucoup d'argent et qui est très, très passionné, Claude Joy. Donc, parce qu'à l'époque, c'était aussi un club formateur, Toulon. Ils sont sortis pas mal de oui, il y a jeunes. beaucoup de grands joueurs qui sont passés par Toulon. David Ginola, Bernard Pardo, Marcel Dib, Camboiré, Bruno Germain. Enfin, il y a beaucoup. Et la Passerelle aussi, là, beaucoup d'anciens Marseillais qui à l'époque, ont fini à Toulon aussi. Tu as d'autres casquettes? J'en ai d'autres. Après tout ce qu'on a énuméré? Je ne veux pas en parler là. On ne peut pas en parler là. D'accord. Ou quelque chose que tu aimerais dire qu'on ne sait pas sur toi? Je suis aussi ambassadeur pour une très grande marque de gazon synthétique, qui s'appelle Target Sport, qui a le stade de Wembley, la finale, c'est justement un gazon hybride de cette boîte-là. D'accord. Et ils m'ont contacté, donc je m'occupe un peu pour toute l'Afrique de développer les gazons synthétiques là-bas. Il y a des gros marchés. La Cannes va être en Guinée en 2025. C'est bien. Et là, je devais partir au Sénégal, justement, et au Bénin. Mais j'ai beaucoup de potes pareils qui sont des entraîneurs français qui sont en Afrique. Mais le stade de Manchester City, le stade du Barça, le stade, bien sûr, le stade de France, tout a été fait par Target Sport, qui est le leader mondial. Ok. On apprend pas mal de choses. Je me suis mis un peu dans les gazons synthétiques. C'est super. Si tu arrives à trouver du temps. Oui, c'est ça. Si tu en as un peu pour ma terrasse, je te donnerai les mètres carrés. Oui, d'ailleurs, bonne question. C'est Steve de la régie dans mon oreillette qui me dit pourquoi pas l'OM sur la pelouse. Mais l'OM, je crois que c'est Target Sport qui a fait. D'accord, qui a fait également le pelouse, mais elle n'est pas synthétique pourtant. Non, mais elle est hybride. D'accord. Moitié-moitié. Ok, dernière question. Sachant tous les supporters marseillais, sachant que Phocéens, c'est une des plus grosses communautés de supporters marseillais. Tout le monde me parle de votre émission. Ah, c'est très touchant. Ça nous fait vraiment très plaisir, merci de le dire. Mais ils vont tous te regarder, si c'est pas en direct, ils te regarderont après parce que c'est en replay. Donc sur Dailymotion et Phocéens et Twitch. YouTube. Petite pub au passage. Et donc voilà, quelle est ta devise ou un mot pour les supporters? Facile à l'OM, c'est droit au but. Marquer Tout des buts simplement. du spectacle, c'est ce que veulent les supporters. Là, on sent l'Olympien parce que c'est le premier qui nous l'a dit, ça. Les supporters marseillais, ils veulent ça, ils veulent du spectacle. Mais je vais faire en plus la Ligue Europa. Je suis très heureux de revenir sur W9 pour commenter la Ligue Europa. Et il y a l'OM Lyon et Monaco qu'on a récupéré hier soir. Oui, du coup. Donc je vais. Enfin, la chaîne va surfer évidemment. Le tirage au sort, c'est demain, je crois. Ouais. Demain midi, d'ailleurs, en direct sur le Phocéen également. On y sera. Donc je serai à tous les matchs. Je vais. Magnifique. Essayer d'enflammer ça sur W9. Bon, là où il est crédible quand il dit droit au but, c'est que tu te l'as appliqué un petit peu aussi quand tu étais joueur. Bah oui, j'étais attaquant, j'adorais Ça te correspond. Voilà. Bien sûr. C'est Ça te crédible. correspond bien, voilà. Bien sûr. Du coup, ça va bien. Non, Gauthier. Faut qu'on pense à. Oui, tout à fait. On pense évidemment à Gauthier, le SAT, à Twitch et j'ai dit notre partenaire sur cette émission. Merci beaucoup. Sans quoi, l'idée ne serait peut-être pas venue d'ailleurs. Voilà. Et donc on le remercie vivement. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc pour cette heure passée ensemble.
Merci à vous. pour Mais ta surtout, sincérité. merci à Très Jean-Marc. agréable. Ouais, c'était vraiment Il y a un sympa. entraînement du Sporting Club de Toulon là, Qui dans 2 t'attend. heures. Je vais Ouais. vite y Qui aller. t'attend, tu vas T'es fait vite y engueuler aller. Ouais. apparemment tout à l'heure. Ouais, un petit peu. Ouais, un petit peu. En tous les cas, merci beaucoup pour ton Merci à vous. authenticité. Ah ouais. Et, Très, très. Je reviens quand vous voulez. et puis on continue à te suivre, nous, quotidiennement avec l'OM, W9, un peu partout. Quoi. Donc, merci beaucoup. Merci Jean-Marc. à vous. Mille merci. Merci, Marjo. Super. Merci Stéphane. Merci évidemment à la régie, à Steve et à Rémi qui sont avec nous. Merci à Guillaume. Et on se retrouve dans 1 heure à peine, puisqu'on a le talk show sur le Phocéen. Restez connectés. Ciao, ciao. Merci. Au revoir. Bye bye.